Aleichem. Ça fait plaisir de voir déjà à l'heure pile, grâce à Dieu, il y a déjà 70 personnes. Baruch Hashem, ça prouve que grâce à Dieu, l'éducation, ça parle, qu'on a, Baruch Hashem, tout de suite l'exemple de la ponctualité. Donc, on donne tout de suite la parole à Rav Miselevitch. Shalom Avracha à tout le monde. Et Baruch Hashem, qu'il y a toujours des initiatives très importantes, un petit peu partout. Je parle de l'école Schneur et je suis vraiment beaucoup dedans et associé avec une association très pratique, très réelle. Alors, je peux vous dire que les secrétaires de Rabbi, il a eu un entretien avec Morachaya, ça fait plusieurs années. Il a dit, écoutez, si vous voulez réussir avec vos élèves, vous êtes obligé aussi d'avoir un contact direct avec les parents. Ça veut dire que les parents, ils vont être conscients aussi de cette éducation, de la direction de l'école, les façons comment l'école y transmet et vers où l'école il va arriver à ses élèves, et ça c'est naturellement la base de Baruch Hashem, de notre bagage exceptionnel qui chaque juif il a, que ça c'est la Torah et les mitzvot. Et c'est pour cela que Baruch Hashem, je pense que l'école il fait un travail particulier pour avoir vraiment un lien très intime et très personnel avec les parents des élèves. Et Baruch Hashem, je pense que les parents ils sont conscients et grâce à ça, ça c'est une grande partie de la réussite des enfants parce que Baruch Hashem, quand on écoute les rabbis, on ne peut que réussir. Chers amis, comme c'était écrit sur les affiches que la conférence, ça c'est sur le thème d'éducation. Bientôt on va écouter Rav Lemel, mais un point général, l'éducation, Shlomo HaMelech, le roi Salomon, il dit comme ça, Chanoch lenar al pi darko, Gam ki yazkin lo yasur mimena. Shlomo HaMelech dit, nous on doit éduquer notre enfant al pi darko, après son chemin, le chemin de darko, d'enfant. Ça veut dire pas le chemin d'enfant. Le chemin que l'enfant il va être réceptif. Comme il est un petit enfant de quelques années, si je veux qu'il va être obéissant, qu'il va écouter, alors je ne vais pas l'expliquer avec des méthodes pédagogiques, je vais lui donner un petit bonbon, un petit jouet, mais naturellement, il est obligé d'écouter. Après, comme il devient plus âgé, je vais lui commencer à expliquer. Mais expliquer dans les façons comme la Torah elle explique. Expliquer dans les façons qui, au moment qu'il nous écoute, il va avoir les bases sur toute la vie. Ça, c'est pas comme vous avez dit, on pense, ok, je vais aller expliquer dans une façon que maintenant il va m'écouter, mais après lui-même il va réfléchir, il va comprendre, il va tout ça. Je vais les préparer une sorte de vie qui lui-même il va choisir après son avenir. Non, ça c'est une grande erreur, chers amis. La Torah nous donne les moyens que même pendant qu'il est au très jeune âge, il est vraiment un enfant qui commence à comprendre. On a déjà les moyens de transmettre des valeurs dans une façon que ça va l'accompagner.
ça va le suivre dans toute sa vie. Naturellement, avec un langage qui comprend, mais les valeurs, les bases sont les valeurs qui ça va l'accompagner pour toute la vie. La Torah, il a prévu tout, qu'est-ce qu'un homme il peut rencontrer dans la vie, il a trouvé les solutions et les chemins qui va se sortir en meilleure façon. Et ça, l'enfant, il va écouter de son âge le plus tôt, dans son âge, comme vraiment au moment qui commence à comprendre. C'est marqué qu'un enfant, à partir de 4, 5, 6 ans, on doit aller déjà commencer à apprendre Aleph Bet. Depuis ce moment qu'on commence à parler Aleph Bet, on va aller apprendre Torah Tziva Lanu Morasha. On va aller apprendre que la Torah, ça c'est notre héritage. La Torah, ça c'est un héritage qui est inestimable. Et on va aller apprendre doucement, qu'est-ce que la Torah nous demande, comment la Torah nous enseigne, les messages que la Torah nous enseigne. Et on va les faire sentir que nous-mêmes, on vit avec ces messages-là. On ne bouge pas d'un centimètre, parce que ces messages-là, ça, c'est de vraies valeurs. Ça nous assure la réussite de notre avenir après qu'on grandisse. Dans tous les domaines, la réussite matérielle, la réussite dans notre société, la réussite avec notre couple, la réussite avec notre éducation, la réussite dans tout, matériellement et spirituellement. Ça, c'est la Torah. La Torah, ça, c'est un trésor inestimable. Et ça commence, les bases commencent, Hanoch le nar al pi darko. Ça commence déjà depuis qu'il est encore un enfant, qui ces bases même. Naturellement, après évoluer, il comprend mieux, il comprend dans de façon plus large, plus profonde, etc., etc. Parce que la Torah, elle est infinie. Mais il y a des bases déjà qu'on va les transmettre. Et ces bases-là, si on les transmet correctement, ça l'accompagne dans toute sa vie. Et ça, on va. On va les gens qui, Baruch Hashem, qui leur façon d'éducation, ça c'est sur la base des Torah et des mitzvot. Mais vraiment, les parents eux-mêmes y vivent. D'abord, ça crée l'union totale entre les parents, l'harmonie totale. Mais comme je dis l'harmonie totale, que c'est difficile à imaginer une harmonie entre un couple dans ces façons-là. Qu'aujourd'hui, ça c'est un grand problème par rapport à ces sujets. La Torah, il nous assure. L'enfant, le meilleur exemple pour les enfants, c'est déjà leurs parents. Le meilleur exemple pour les enfants, ça c'est déjà comme l'objectif dans lequel les parents y vivent. Vous avez, chez les commerçants, qui les parents, ils sont dans le commerce, vous connaissez comme moi, et mieux que moi, les enfants grandissent des commerçants. Les parents qui ont été des médecins, beaucoup de fois, un grand pourcentage, les enfants grandissent des médecins. Les parents qui ont d'autres métiers, disent pour changer les métiers, moi je suis commerçant et j'ai décidé que mon enfant, c'est mieux pour lui qu'il va être médecin, avocat et tout ça. Oui, c'est possible. Mais normalement, dans la façon générale, l'enfant suit les parents. Mais si un enfant y va, que chez moi à la maison, mon père, il peut être médecin. Mon père, il peut être commerçant. Mais tout ça, ça c'est secondaire par rapport à mon objectif de ma vie. L'essentiel, ça c'est ma mission sur terre, autant que je vive. Et j'ai un bagage de Torah Mitzvot. Que ce bagage-là et cette façon de vie, ça dépasse tous mes intérêts professionnels. C'est sûr que je dois assumer mes engagements professionnels. Mais au moment qu'il s'arrive, le moment de la tfila, je laisse tout de côté et je fais la tfila. Il y avait il est toujours là, un grand riche en Israël qui s'appelait Reb Levi Lovayov, un juif de Russie, il est devenu un grand milliardaire aussi grâce à les brachot de Rabbi, il était proche au Rabbi, etc. Alors, une fois il a été interviewé
il était interviewé à la télé. Il était interviewé à la télé et le journaliste, il a demandé, écoutez, vous avez tellement beaucoup des affaires, de grandes affaires partout, etc. Vous avez des fois des rencontres avec vos collègues, des commerçants, etc. Alors j'ai entendu, comme ça le journaliste dit, on a entendu qu'il dit qu'en plein rencontre, vous pouvez se mettre et faire la tfila du mincha. Vous avez pas peur, que ces commerçants-là, ou qui sont pas religieux, quelque part, ils vont être choqués, etc. Alors, Rabbi Levi Levaïev, il a dit, écoutez, Baruch Hashem, je suis un juif, je suis religieux, et quand ça arrive le temps de la prière, je fais la prière, et le bon Dieu, il passe avant tout, et grâce à Dieu, il dit, jusqu'à maintenant, aucun commerçant, il s'est éloigné de moi. Au contraire, ils me cherchent tout, ils ont l'intérêt de se rencontrer avec moi, c'est eux qui sont contents d'avoir le lien et le contact avec moi. Et Baruch Hashem, jamais ma tfila en plante réunion, il a jamais, etc. Et au contraire. Chers amis, j'ai encore quelques minutes. Et c'est ça, on ne va pas oublier. Bientôt, Rav Lemel, il va rentrer dans les détails. Mais, Baruch Hashem, vous savez, on est dans un mois, on est passé le Chodesh Kislev. Le Chodesh Kislev, il est défini comme Chodesh de la Géoula. Chodesh de la Géoula, chez les Chassidim, et dans les façons générales, il y a beaucoup de choses qui sont passées dans ce mois-ci. Ça, c'est un Chodesh de la délivrance. Alors, je voudrais souhaiter, vous, chers parents, avoir beaucoup de réussite et de plaisir et de satisfaction de vos enfants. Vous avez choisi une école juive. Vous avez choisi une école Shneur. Que tout le but d'une école juive dans les façons générales, et particulièrement que moi je suis au courant, que je vis ça tous les jours à l'école Shneur, que ça c'est l'avenir de nos enfants. Et l'avenir de nos enfants, ça c'est seulement s'ils sont vraiment sur la base des Torah ou Mitzvot. Et statistiquement, on a vu les gens, les couples, les familles, que leur base, ça c'est Torah ou Mitzvot, ils réussissent dans leur éducation. Ça peut être des exceptions. On vit dans un monde très, très difficile, etc. Mais la plupart, la grande plupart, Baruch Hashem, leur éducation, elle est réussie. Et Baruch Hashem, ils ont des satisfactions de leurs enfants, de leurs petits-enfants, dans les façons que Baruch Hashem, ils remercient Akadosh Baruch Hu. Ils remercient Akadosh Baruch Hu qui a donné la possibilité de leur transmettre cette éducation, de leur transmettre dans une éducation d'une école juive. Et alors, qu'est-ce que je voulais vous encourager. Si vous avez des enfants, de vos amis, des familles autour de vous, qui vous connaissez, qui ne sont pas encore allés à l'école, dans une école juive, l'assurance les plus forte, les plus grande, ça c'est l'éducation juive sur la base de Torah ou Mitzvot. Et ces bases, ils commencent du jeune âge. Ces bases, ils commencent de l'enfance le plus tôt. Et à travers ces bases-là, Gam ki yaskin lo yasur mimenu. Si on donne vraiment ces bases de façon correcte, de façon comme Dieu veut, etc., alors même ça va leur accompagner toute leur vie pour eux, leurs enfants et leurs petits-enfants, et leur vie il va être de façon le plus assurée, le plus réussie dans tous les domaines, matériels et spirituels. Et vous les parents, vous les grands-parents,
Et l'arrière-grand-parent, Bezrat Hashem, vous allez avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de satisfaction et vous n'allez pas arrêter de remercier d'Akadosh Baruch Hu qu'on a eu cette possibilité et cette occasion de grandir nos enfants sur ces bases de Torah ou Mitzvot. Je vois que le temps de parler, il est passé. Alors, Chazak ou Baruch, je vais vous souhaiter un bon mois, un mois de délivrance, et que, Bezrat Hashem, on va tout de suite sortir de cet exil et commencer avec Mashiach, Bezrat Hashem, la Géoula, et tout le monde va comprendre que Mashiach va venir parce que tout ça va devenir transparent, on va comprendre pourquoi on devait malheureusement passer ce petit moment difficile de la dernière instant de l'exil. À ce moment-là, je voulais prendre cette opportunité et remercier notre cher ami Rav Lemel, qui Baruch Hashem, comme l'école a besoin de lui, et comme nos parents ils ont besoin de lui, et comme notre équipe professionnelle ils ont besoin de lui, il est toujours là. Et Chazak Baruch, qui a Kadosh Baruch Hu donne la force, et la santé, et la réussite, et Bezrat Hashem, qu'on annonce toujours que de bonnes nouvelles. Merci beaucoup. Amen. Et merci aussi l'organisateur de cette Zoom, Menucha Live, et beaucoup de réussite à chacun qui s'investit pour avoir, Bezrat Hashem, des fruits et de bonnes conséquences dans les façons les plus révélées et les plus visibles. Et Bezrat Hashem, la Géoula véritable et parfaite. Chazak Baruch. Amen. Merci beaucoup, Rav. Vous me dites, vous me donnez le top de départ. Oui, là, vous pouvez commencer. Très bien, je vous remercie. Oui. Erev Tov, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'abord de me donner la possibilité d'intervenir dans le cadre de vos rendez-vous sur l'éducation. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'appréciable de pouvoir voir des écoles qui, en effet, investissent du temps, de l'énergie pour pouvoir évoluer, avancer, se confronter aux difficultés avec un désir de ne pas voir en elles quelque chose qui arrête, mais au contraire quelque chose qui propulse vers des nouvelles dimensions. Alors, ce soir, donc, on m'a demandé d'intervenir sur tout ce qui a trait à l'univers de l'éducation et plus particulièrement un sujet qu'on aimerait a priori pas trop aborder, c'est vrai, c'est l'univers des abus chez les enfants. Alors, évidemment, vous vous doutez bien que c'est une thématique qui n'est pas simple à aborder parce qu'on est tous et toutes dans une forme de fantasme sur la manière dont les choses sont censées exister dans l'univers. La manière dont les choses sont censées exister dans l'univers, c'est tout simplement de se dire que, eh bien, nous sommes dans un monde parfait et dans ce monde parfait, eh bien, a priori, tout va bien. Tout va bien. Les hommes et les femmes se comportent comme il se doit, a priori, tout se passe le mieux possible, nos enfants sont dans des environnements super sympathiques, et voilà, on avance, on avance, on avance. Et c'est là où, en effet, eh bien, il y a lieu de se confronter à une réalité qui n'est pas toujours celle qu'on aurait voulu imaginer, c'est-à-dire que les choses sont légèrement plus complexes que ce que l'on pourrait penser. Alors, évidemment, de quoi peut-on parler ce soir? Tout d'abord, de mettre de côté les idées reçues par rapport à ce qui peut se passer dans l'univers d'un enfant. Un enfant, en effet, grandit dans un cadre qui est celui de la maison, il grandit aussi dans le cadre scolaire, et nous pensons avoir, comme on dit de manière assez légère, tout verrouillé, tout organisé. L'enfant est là, on s'en occupe, à l'école ça se passe, on s'en occupe. Eh bien, c'est vrai. Mais néanmoins, il y a parfois des choses qui nous échappent, pardonnez-moi. Il y a parfois des éléments que l'on ne voit pas, et c'est sur cela qu'on va essayer de réfléchir ce soir. Alors, pourquoi travailler sur ce domaine? Eh bien, pour une raison très simple, c'est que sans rentrer dans le détail des statistiques, il faut savoir qu'il y a bien plus d'enfants que l'on imagine qui ont pu être ou qui sont victimes d'abus à l'intérieur de tout cadre, et ce, quel qu'il soit. Et c'est là où je voudrais, en premier lieu, mettre de côté une idée préconçue
qui est la suivante. Ça n'existe pas chez nous. Vous savez que quand la Torah nous demande de faire attention à l'univers du vol, à l'univers du mensonge, à l'univers du meurtre, etc., etc., c'est parce que tout simplement, ce sont des univers qui peuvent nous concerner. Et l'univers des abus est quelque chose qui fait partie aussi de notre univers. Il existe des abuseurs partout. Ils ne sont pas juste dans des mondes qui nous semblent extrêmement éloignés de nous. On peut les retrouver dans le cadre de la famille. D'ailleurs, 70% des abus ont lieu dans le cadre de la famille. Et puis, on peut les retrouver aussi dans des milieux communautaires, avec des personnes pratiquantes, voire même extrêmement pratiquantes, voire même très religieuses. On peut retrouver cela aussi bien chez des personnes qui ont un niveau social extrêmement élevé que chez d'autres. C'est quelque chose que l'on peut retrouver dans tous les univers. Et je crois que être dans le déni d'une réalité ne fait jamais disparaître cette réalité. Il ne sert à rien d'être dans le déni. Et juste pour raconter un petit peu l'histoire de la création de la structure que je dirige aujourd'hui qui s'appelle Lève ta voix, prévention et aide aux enfants victimes d'abus, il faut savoir qu'il y a eu malheureusement aux États-Unis et dans d'autres pays de nombreux cas extrêmement lourds et dramatiques qui ont éveillé la conscience du public dans la communauté et aussi évidemment dans la communauté pratiquante et qui les ont amenés à se dire eh bien maintenant il va falloir que l'on agisse. Agir dans deux dimensions, agir à la fois dans la gestion des cas et dans les situations dans lesquelles les enfants ont été victimes d'abus, mais surtout, et ça va être l'essentiel de notre propos ce soir, comment travailler sur la prévention des abus. Alors depuis tout à l'heure, j'utilise des mots. J'utilise surtout le mot abus, mais il serait peut-être intéressant en premier lieu de réfléchir qu'est-ce que l'on appelle un abus. Qu'est-ce que l'on appelle un abus et de manière beaucoup plus vaste, à quoi un enfant peut être confronté au niveau d'éléments qui peuvent être traumatisants. Tout d'abord, il y a ce que l'on appelle des traumatismes physiques, des traumatismes psychologiques. Il peut y avoir une forme de négligence par rapport à l'enfant. Et puis, il y a ce que j'appellerai après l'abus dans l'univers de l'intime. L'univers de l'abus physique, c'est le moment dans lequel l'enfant est victime de violences, victime de coups. C'est le genre de choses que l'on retrouve dans l'univers familial et qui, évidemment, crée un trauma chez l'enfant. Le trauma a ceci de particulier, c'est qu'on ne remarquera pas tout de suite la dimension impliquante de ce qui s'est passé. L'enfant ne va pas tout de suite exprimer son mal-être et sa difficulté par rapport à une violence physique. Mais évidemment, celle-ci laisse des traces, et vous le savez parfaitement, les bleus au corps disparaissent beaucoup plus rapidement que les bleus à l'âme. Après, nous avons des enfants qui sont victimes de négligence. Qu'est-ce que l'on appelle négligence? Les parents ne s'investissent pas véritablement par rapport à eux. Ils ne font pas spécifiquement attention à eux. Traduction, ils peuvent peut-être leur donner à manger, à boire, des habits et d'autres choses, mais ne prennent pas le temps de développer une relation de proximité, ne prennent pas le temps d'être à leur écoute, ne prennent pas le temps d'être dans un échange qui nourrit les enfants et qui leur permet d'avoir conscience qu'ils ont des parents qui sont avec eux. Après, évidemment, il y a tout ce qui a trait dans le domaine psychologique. Psychologique, ce sont les paroles qui tuent, ces mots qui font mal. Tu es un bon à rien, tu n'y arrives pas. De toute façon, qu'est-ce que le bon Dieu m'a fait pour avoir un enfant pareil? On aurait préféré que tu ne sois pas là. À cause de toi, on se sent mal. Tu nous fais honte. Enfin, tous ces mots qui sont bouleversants, pardonnez-moi, pour un enfant, parce que l'enfant a l'impression qu'il est à l'origine de toutes nos souffrances et on lui fait peser sur lui un poids extrêmement lourd. Ça peut être aussi des menaces qui créent chez l'enfant des angoisses. Attention, si tu reviens à la maison encore avec une note pareille, tu vas voir ce qui va se passer.
l'enfant est dans une forme d'anxiété, de peur, et tout cela construit des traumatismes. Et puis, il y a le dernier sur lequel on va s'arrêter peut-être un petit peu plus ce soir, c'est ce que l'on appelle l'abus intime. L'abus intime, il est de plusieurs types. L'enfant peut être confronté à une exhibition, ou alors il peut y avoir un contact, et puis après, il y a quelque chose qui va beaucoup plus loin, qui est l'univers du viol. Alors, avant de rentrer dans ce type d'abus, je voudrais quand même m'arrêter sur les 4 points que nous avons déjà évoqués. La violence physique, la négligence, la violence psychologique et évidemment par la suite aussi l'abus intime. La violence physique, au fond, qu'est-ce qu'elle est? Elle est tout simplement l'utilisation d'un système dans lequel le rapport de force est à notre avantage et qui va nous amener à mettre en place un modèle de fonctionnement pour que l'enfant obtempère ou se soumette à notre volonté. Au fond, la violence physique, c'est l'expression de notre faiblesse par rapport à l'enfant. Nous n'arrivons pas à obtenir de lui ce que l'on désire autrement qu'en utilisant le rapport de force à notre avantage. Quelqu'un qui utilise les rapports de force qui sont à son avantage pour obliger, pour obtenir, eh bien, est une personne qui n'a pas de poids en tant que telle face à l'enfant. Sa parole n'a pas de valeur et plus que cela, à travers l'utilisation de la violence, il s'invalide lui-même parce que tout simplement, l'enfant a de plus en plus de difficultés à donner du poids et de la valeur et du respect à un adulte qui utilise sa force pour obtenir ce qu'il désire. Est-ce qu'on peut respecter une personne qui montre ses poings, qui montre ses biceps pour nous obliger à faire certaines choses? On va obtempérer, on va se soumettre, on n'aura pas le choix, mais en même temps, la vision que nous avons de cette personne est totalement invalidée. Cette personne est invalidée à nos yeux. Et c'est cela peut-être le premier point sur lequel je voudrais m'arrêter avec vous. Car dans l'univers des abus, il y a l'univers dans lequel j'abuse, moi, de la force que j'ai vis-à-vis de l'enfant pour pouvoir obtenir ou faire ce que je veux. Et au passage, nous allons retrouver par la suite ce modèle-là chez l'abuseur dans l'univers de l'intime, qui va utiliser aussi un système de rapport de force pour pouvoir amener l'enfant à faire ce qu'il a envie qu'il fasse, ou alors amener l'enfant à accepter ce que cet abuseur veut faire vis-à-vis de lui. Et donc le premier point, évidemment, il est de réfléchir, est-ce que nous, en tant que parents, avons installé le système du rapport de force de ce type à l'intérieur de la famille? Et je crois que c'est très important. Pourquoi? Parce que nous allons parler par la suite de la nécessité que l'enfant aura de pouvoir nous parler lorsqu'il est confronté à une difficulté. Or, l'enfant qui a peur du parent, l'enfant qui était victime de la violence parentale, n'osera pas parler à ses parents si à un moment, il risque de se passer quelque chose. Combien de fois j'ai peur de être cru, que sais-je? Ah, pourquoi? On va en discuter tout à l'heure. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un enfant qui a grandi dans un monde dans lequel il a été victime d'abord de violences physiques, c'est-à-dire lorsque quelque chose déplaît à papa ou à maman, je reçois des claques, des coups ou d'autres choses, évidemment, n'est pas un enfant qui aura facilement la possibilité d'exprimer ce qui se passe chez lui dans sa vie. Et donc, à partir de cela, si à un moment, il commence à être victime, il n'osera pas, il ne pourra pas nous parler. Ah, évidemment, il y a de fortes chances que beaucoup de personnes se sentent un petit peu déstabilisées parce qu'on a tous peut-être à un moment, d'une manière ou d'une autre, donné une tape à un enfant, une fessée, voire même malheureusement parfois beaucoup plus. Alors qu'on soit bien clair. Le fait que ça puisse se passer
est dans le domaine du possible. Le danger, c'est lorsque l'on en fait un système. Le danger, c'est lorsque c'est la solution par excellence que l'on a décidé de mettre en place et quelque part, c'est la plus simple parce que l'enfant a peur de souffrir, l'enfant a peur d'avoir mal, l'enfant ne veut pas encore se sentir humilié à travers les coups ou la violence que l'on va avoir vis-à-vis de lui et donc, on a l'impression que ça marche techniquement parlant, mais nous avons détruit l'enfant de l'intérieur. Qu'il puisse y avoir malheureusement de temps à autre des paroles ou des actes dans lesquels on utilise le rapport de force qui est à notre avantage contre l'enfant, ce sont des choses qui, je pense, existent dans beaucoup de familles. Mais là où les choses deviennent beaucoup plus graves, c'est lorsque c'est un système que l'on met en place. Pourquoi ? Parce que ce système, comme on l'a vu, crée chez l'enfant une forme de déconsidération vis-à-vis de l'adulte, mais surtout, il révèle qu'en tant que parents, nous ne sommes pas prêts à prendre le temps d'imaginer qu'il y a d'autres manières de gérer une situation. C'est-à-dire, on est rentré dans un modèle et quelque part, on reste dans ce modèle. Les violences psychologiques sont aussi des éléments qui bouleversent l'enfant et qui risquent de l'amener à ne pas pouvoir nous parler si à un moment il est confronté à une difficulté dans les domaines de l'abus au niveau de l'intimité. Ces souffrances psychologiques, c'est quoi ? C'est quand un enfant, par exemple, se sent sans arrêt comparé avec les autres, même dans le cadre familial. Ah oui, ta sœur, elle avait toujours 20. Ah oui, ton frère, il était ceci. Ah, les autres, ils ont cela. Ou de toute façon, t'es nul. De toute façon, t'es gros. De toute façon, t'es ceci. De toute façon, c'est cela. L'enfant a une sensibilité extrêmement développée. Il a besoin de se sentir en sécurité dans l'univers familial. Or, si nous ne faisons pas d'efforts dans ce domaine, l'enfant en situation d'insécurité, dans la confrontation qu'il aura, ou non, et on espère que non évidemment, mais dans la confrontation qu'il risque d'avoir un jour avec un univers toxique dans le monde de l'intime, eh bien, ne pourra pas parler. Plus que cela, comment pouvez-vous faire confiance à des parents qui vous font du mal avec des paroles qui sont plus violentes que des poignards ? Mais comme je le disais tout à l'heure, les bleus à l'âme sont bien moins visibles que les bleus au corps. Combien de fois nous retrouvons dans l'univers des thérapies des adultes qui souffrent encore de ces mots bouleversants qu'ont pu utiliser les parents à leur égard. Et là, j'ouvre une parenthèse que je referme très rapidement. La parenthèse que j'ouvre, c'est que si malheureusement on est tombé dans ce piège, il est peut-être important à un moment d'en parler à l'enfant et de lui dire, tu sais, hier je t'ai dit ça, j'étais très en colère, je le regrette beaucoup parce que ce que je t'ai dit au fond, c'est inexact. Et oui, en tant que parents, nous devons à un moment de donner aux enfants la possibilité de commencer une forme de micro-réparation par rapport à ces abus psychologiques en leur montrant bien que nous-mêmes sommes prêts à changer de modèle dans la relation que nous allons avoir avec eux. Alors, évidemment, on va essayer de rentrer maintenant beaucoup plus dans ce sujet de l'univers de l'abus intime. Comme je l'ai dit en introduction, et c'est la raison pour laquelle nous avons créé cette structure Lève ta voix, ces problématiques existent et sont bien présentes partout. Ça ne veut pas dire nécessairement que votre enfant a été victime, mais il faut savoir qu'il y a lieu de construire une vigilance et de mettre en place un système pour prévenir nos enfants et les aider s'ils sont confrontés un jour à un abuseur potentiel à ne pas tomber dans son piège. Alors vous allez me dire, mais arrêtez, faut pas exagérer quand même, etc., etc. On le voit d'ailleurs parfois au niveau scolaire, on va dire, non mais attendez, ça va, c'est bon, tout va bien, oui, bon, d'accord. Alors, je vous pose une question. Dites-moi, chers parents, puisque je pense qu'ici, il y a énormément de parents. Si demain, vous rentrez dans une école juive, dans une école tout court, et que vous faites un tour dans les couloirs,
et qu'à un moment, vous faites un constat qui vous dérange un petit peu. Quel est le constat que vous faites? L'école est rutilante, elle est belle, elle est merveilleuse, mais il y a quelque chose qui vous dérange. Qu'est-ce qui vous dérange? Oui, il manque quelque chose ici. Il y a quelque chose qui manque. Vous voyez qu'il manque quelque chose, vous ne savez pas vraiment quoi, mais vous sentez qu'il manque quelque chose, et puis on vous dit, mais bien sûr, depuis le début de ma promenade dans cette école, je n'ai pas vu un seul extincteur contre les incendies. Vous savez, ces extincteurs rouges, généralement, on n'en voit nulle part. Et là, vous allez vers la direction et vous dites, mais attendez, il n'y a pas d'extincteur contre les incendies. La direction vous dit, attendez, ça va, détendez-vous. Hein. Les incendies, c'est ultra rare. Donc, il n'y a pas raison de... Vous dites, non, mais attendez, vous ne faites pas une formation avec les enseignants, les élèves, quand on sonne, etc., il faut descendre. Oh, écoutez, le dernier incendie dans une école qu'on connaît, c'était il y a 35 ans. Arrêtez de vous angoisser. Vous êtes bien d'accord que, à ce moment-là, vous allez dire, non, mais attendez, mais on ne sait jamais quand même. Il faut le faire. Et d'ailleurs, c'est ce qui se fait. Il n'y a pas une école, il n'y a pas un lieu dans lequel on ne fait pas de la prévention sur les incendies. Pourtant, grâce à Dieu, il n'y en a pas. Et avec l'aide d'Hachem, il n'y en aura pas. Seulement, des fois que éventuellement un jour, un élève peut-être dans une poubelle risque de mettre dedans un mégot de cigarette qui n'avait pas le droit d'allumer, que peut-être la poubelle, que sais-je, tout le monde sait ce qu'il faut faire, on est là, prévention, les enfants à droite, superbe, génial. Ce qui est très intéressant, c'est que nous sommes prêts à faire tout ce qui est nécessaire sur la prévention au niveau des incendies, mais dans ce qui s'appelle le domaine des enfants victimes d'abus, nous n'avons pas envie de le faire. Mais attendez, des incendies, c'est ultra rare. Des enfants victimes d'abus, c'est beaucoup, beaucoup plus présent que ce que l'on imagine. Et ce, partout. Comme je vous l'ai dit, en France, les statistiques sont assez bouleversantes, mais vous avez énormément d'enfants qui ont été victimes d'abus et qui n'en parleront pas, mais qui seront quand même traumatisés. Alors, il faut savoir, je vous donne ici quand même quelques éléments que j'ai devant moi. Au niveau des victimes, eh bien, il faut savoir qu'en moyenne, un enfant sur 5 en moyenne qui est victime d'abus. On sait que 94% des agresseurs sont des proches de la victime, 96% sont des hommes, et dans 52%, ce sont des membres de la famille. La majeure partie des violences ont lieu avant 18 ans et avant 11 ans, avant 6 ans même. Donc, on ne va pas maintenant rentrer encore plus dans les statistiques, mais elles sont bien présentes et malheureusement, je peux vous dire que ces problématiques-là sont présentes aussi dans notre communauté et ce, sans aucune forme d'ambiguïté. Alors la question qui se pose évidemment, avant de savoir qu'est-ce que l'on doit faire, eh bien, la première question qui va se poser à nous, c'est de se dire, mais au fond, pourquoi est-ce que lorsque ce type d'événement arrive, l'enfant ne parle pas? Alors sachez une chose, c'est que généralement les enfants parlent lorsqu'ils sont bon nombre d'années après, c'est-à-dire ils se retrouvent à l'âge de 21, 22, 23 ans, en moyenne 13 ans après les faits, les victimes parlent et encore, parfois elles ont tellement enfoui le traumatisme dans leur mémoire que celui-ci remontera dans un cadre nouveau et évidemment les choses seront beaucoup plus difficiles à traiter. Alors essayons de réfléchir pourquoi les victimes d'abus ne parlent pas. Tout d'abord, eh bien, il y a un sentiment de honte. De honte, et oui. C'est très curieux parce que la personne a honte de ce qui lui arrive. Elle a honte et donc elle n'ose pas en parler parce qu'elle pense qu'elle est coupable de ce qui lui est arrivé. Évidemment, ça peut vous sembler très curieux parce que nous, si nous sommes des adultes, quelque chose nous arrive comme ça, on ne se sent pas honteux, au contraire. Lorsqu'on rentre dans l'univers de l'intime, c'est beaucoup plus complexe, surtout au niveau de l'enfant. L'enfant se sent honteux, l'enfant n'ose pas dire. Et donc, évidemment, à partir de cela,
il y a énormément de choses qui peuvent se mettre en place. Tout d'abord, ce sentiment de honte qui l'empêche de parler, et puis aussi, souvent, c'est l'abuseur qui empêche l'enfant de parler. Et je vais vous demander, et je sais que ce que je vais vous dire va être un peu lourd, mais ce sont des choses qui existent. On va imaginer le cas suivant, qui malheureusement n'est pas un cas imaginaire. Vous avez face à vous un adulte. L'adulte, ce n'est pas nécessairement un adulte de 40 ans. L'adulte, ça peut être un gamin de 16, 17 ans. Il y a un enfant qui a 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans. Et l'abuseur, celui qui fait des attouchements, qui demande à l'enfant de le toucher, qui s'exhibe ou d'autres choses du même type, eh bien, va dire à l'enfant la chose suivante. Tu sais, si tu en parles à ton papa et ta maman, eh bien, ta maman, elle va mourir. Ou alors, si tu dis ça à ton père, il va te frapper très fort. Ou alors, si tu leur dis, moi, je vais le tuer. Ou ta maman va tomber malade. Et moi, je te dis, vous avez 6 ans. Vous pouvez, à un moment, dans votre tête, faire rewind, retour vers le passé, 6 ans. Vous avez 6 ans, 5 ans, 7 ans, 8 ans. Déjà, ce qui s'est passé, c'est traumatique. Et la personne te dit, si tu le dis, soit il vous menace directement, soit tu vas voir. Donc l'enfant ne peut pas parler. Parce que comment peut-il savoir que cet adulte qui vient de lui faire du mal, ce qu'il raconte, c'est du n'importe quoi? Et c'est vrai que ce système-là, malheureusement, est très souvent utilisé par les agresseurs. Ils utilisent la peur de l'enfant, la peur de l'adolescent. Et puis après, il y a aussi, malheureusement, quelque chose qui existe dans nos communautés. On a appris à nos enfants que l'on n'a pas le droit de faire du lachon hara, de la médisance. Et donc, l'abuseur va dire, parfois il a une grande barbe, hein, on en connaît, belle barbe. Il est là et il dit, tu sais, c'est du lachon hara. Tu ne peux pas le dire, hein. Ou alors, c'est notre secret, c'est qu'à nous. Ou alors, l'enfant aussi a peur de ne pas être cru. Essayons de nous imaginer. Un enfant arrive et dit à ses parents, tu sais, pardonnez-moi, j'utilise ce terme, mais c'est un terme symbolique. Le prof, le rave, le directeur, le grand-père, l'oncle, tu sais, la personne que tout le monde aime qui reste. Tu sais, quand j'étais l'autre jour dans la salle de bain, il est rentré et arrête de dire des bêtises. Qu'est-ce que tu racontes? Tu crois qu'il ferait une chose pareille? Tu es fou, c'est du n'importe quoi. On n'a pas envie, nous, de croire. On ne peut pas imaginer que cet oncle, si sympathique, eh bien, en vérité, quand l'enfant est aux toilettes ou quand l'enfant est dans la salle de bain ou quand il le ramène chez lui à la maison en voiture, eh bien, s'amuse à faire ou à lui faire des choses. C'est tellement inimaginable que nous faisons une forme de blocage à l'intérieur de notre tête parce que nous refusons d'accepter quelque chose qui est bouleversant. Et donc, si l'enfant ressent qu'on ne pourra pas le croire, eh bien, c'est la raison pour laquelle il ne pourra pas parler. Ou alors, il ne sait pas quels sont les mots à utiliser pour pouvoir parler de l'événement. Je vais parler d'un cas dans lequel un enfant dit « Ouais, mon prof, il m'embête. Mon prof, il m'embête. » Ou alors « Mon prof, il n'est pas gentil. » Mais évidemment, si on connaît le prof et que nous, on considère qu'au contraire, il est super sympa, très détendu, etc., on dit « Mais arrête de dire qu'il n'est pas gentil. Regarde, la semaine dernière, il vous a fait une sortie. L'enfant, parfois, ne sait pas quels sont les mots à utiliser. Donc, il exprime ce qu'il ressent, mais n'arrive pas à mettre en mots les choses. Donc, vous voyez que ce n'est pas si simple. Lorsqu'un enfant est victime, pour lui, ce n'est pas si simple de venir et de parler malheureusement
de ce qu'il a vécu, c'est bouleversant. Et donc, il n'en parle pas. Il range ça dans un coin de sa tête. Et puis, au-delà de ça, vers qui je dois me tourner? À qui je peux parler? Est-ce qu'on va me croire, moi, petite fille ou petit bonhomme, quand je raconte quelque chose de très grave que quelqu'un m'a fait, en tout cas que je vis de manière très bouleversante? Or, et c'est cela qu'il ne faut pas oublier, un abus crée un trauma. Toucher un enfant sur des lieux qui sont habituellement recouverts, ne serait-ce que quand il est en maillot de bain, c'est quelque chose qui est traumatique. L'enfant ressent que ce n'est pas quelque chose de normal. Et évidemment, il ne sait pas ce qui se passe, mais il se rend bien compte que ça ne va pas. Et par la suite, évidemment, les choses remontent avec tout ce qui peut se passer derrière. Alors, évidemment, les conséquences sont très vastes. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails à ce niveau-là, mais ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir donc des enfants qui, en effet, vont déclencher des symptômes. Alors, ces symptômes, ça peut être de l'hostilité, ça peut être de l'agressivité soudaine, ça peut être une perte de confiance totale dans le monde adulte. Il y a énormément de choses qui peuvent se passer. Moi, ce que je voudrais aborder maintenant avec vous, c'est tout simplement comment peut-on faire un travail de prévention et surtout, pourquoi il faut absolument mettre en place ce travail de prévention. Alors, ce travail de prévention, j'ai juste envie de vous dire dans quel cadre nous l'avons mis en place. C'est tout d'abord une association avec une structure qui s'appelle Tahel. Tahel, c'est une structure israélienne qui, en effet, s'occupe de tout ce qui a trait à l'univers des abus, aussi bien vis-à-vis des femmes que vis-à-vis des enfants. Sachez que Tahel, en effet, est une organisation en Israël qui traite de beaucoup, malheureusement, beaucoup trop de cas de ce type. Tahel organise des congrès réguliers dans lesquels il faut intervenir des spécialistes dans ce domaine et les participants sont des psychologues et qui appartiennent à un monde pratiquant pour gérer ça dans l'univers religieux. Eh bien, dernier congrès de Tahel, il y avait plus de 400 personnes qui venaient de différents pays qui y ont assisté. Juste pour la petite histoire, eh bien, la représentante de la France, eh bien, c'était juste une personne, une thérapeute qui appartient à notre équipe. C'était la seule représentante française avec des personnes qui arrivaient de Suisse, de Belgique, des États-Unis, d'Australie, du Canada, d'Angleterre, de Belgique et encore d'autres pays. Donc, pour vous montrer qu'en France, on a encore un vrai travail à faire pour, en effet, mettre en place un système de prévention par rapport à cela. Alors, évidemment, il faut savoir qu'un enfant très jeune, on peut l'aider en effet à percevoir qu'il y a des gestes appropriés et des gestes inappropriés. C'est-à-dire souvent, on pense que non, on ne peut pas leur apprendre, ça ne sera pas possible et tout. C'est totalement inexact. Un enfant très jeune va pouvoir en effet percevoir qu'il y a des choses que l'on peut faire et des choses que l'on ne peut pas faire. Et là, je vais vous citer juste quelques éléments et ces éléments, il faut les avoir en tête, mais le travail est un peu plus long que cela. Tout d'abord, il va falloir apprendre à nos enfants une chose fondamentale, c'est que dans la vie, on a le droit de dire non, même à un univers d'adultes. Alors, ce que je vais développer avec vous, évidemment, vous, en tant que parents, vous aurez peut-être un petit peu de difficulté à le mettre en place. C'est la raison pour laquelle nous avons créé, dans le cadre de la structure Lève ta voix, des ateliers qui, en effet, permettent aux enfants d'être formés par rapport à cela. Nous avons, pour l'instant, formé dans le cadre d'un certain nombre d'écoles près d'une quarantaine de personnes qui, en effet, dans le cadre des écoles, et c'est la raison pour laquelle je demande aux parents de tout faire pour que dans les écoles, ces ateliers de prévention aient lieu. Sachez que c'est nous qui prenons en charge jusqu'à présent toute la partie financière de ce projet, c'est-à-dire ce n'est pas un projet lucratif, loin s'en faut. La formation a été assumée par notre structure et tout. Ce n'est pas pour vous dire qu'on est des gens bien, c'est pour vous dire qu'il y a une telle nécessité qu'il faut savoir investir là-dedans. Donc, dans ces ateliers, on va apprendre aux enfants, en effet, à savoir dire non, à savoir de qui se méfier, à savoir
parler à des adultes et un certain nombre d'éléments qui vont leur permettre de savoir se protéger face à des adultes qui sont potentiellement dangereux. Au fond, l'objectif ultime de faire ces ateliers, c'est quoi? C'est d'apprendre aux enfants à dire non, de leur apprendre à s'enfuir et de leur apprendre à raconter. Je dis non, je m'enfuis et je raconte. Et ces petits ateliers-là, au fond, vont leur permettre très facilement d'adhérer à cela. Pourquoi? Parce qu'ils ont été conçus pour ne pas être du tout anxiogènes. On n'est pas du tout là pour angoisser les enfants, loin s'en faut. Seulement, on va leur apprendre que dans la vie, il faut savoir se protéger de quoi? Eh bien, de la casserole brûlante sur le feu, de la voiture qui roule trop rapidement, il faut attendre que la voiture soit arrêtée avant de traverser, etc., etc. Nous apprenons bien à nos enfants à se protéger des dangers du quotidien. C'est notre travail en tant que parents. Eh bien, on peut inscrire cela de la même manière dans l'univers des abus. Quand quelqu'un que tu ne connais pas te propose des bonbons, tu dois lui dire non. Si c'est le père de ton copain qui veut te ramener à la maison, tu lui dis il faut d'abord que tu appelles ma maman. Et tout ce genre de choses qui, au bout d'un moment, va permettre à l'enfant d'être totalement tranquille et de savoir gérer et réagir des situations de manière totalement sereine. J'ai souvenir d'un enfant de notre famille, mais qui n'est pas notre enfant. J'étais un jour en Israël et puis je lui ai proposé des bonbons et il m'a dit non et j'ai trouvé ça génial. Ben, tu es un inconnu, non, tu es mon oncle, mais néanmoins, j'en parle d'abord à ma mère. Et c'est vrai que ce genre de choses ne pose pas de problème parce que au bout d'un moment, si l'enfant, on lui apprend que c'est comme cela que l'on fonctionne, eh bien, il n'y a rien de négatif pour lui par rapport à cela. Le point très concret que je voudrais aborder avec vous ce soir, même si on a déjà été dans le concret, c'est de savoir comment on fait pour qu'il y ait un espace de parole dans le cadre familial, non pas tant pour faire la prévention qui doit se faire de préférence dans le cadre d'un atelier, mais pour qu'un enfant puisse éventuellement nous parler d'événements auxquels il a été confronté, de choses qui lui ont fait mal, de choses qui ont été difficiles. Première des choses, c'est que l'enfant doit sentir, et pas seulement que dans ce domaine-là, que nous sommes prêts à l'écouter et nous ne sommes pas dans le déni de ce qu'il nous raconte. Un enfant doit sentir qu'on l'écoute réellement. C'est-à-dire lorsqu'il nous parle de ce qui se passe à l'école, de ses ressentis, de ses tristesses, de ses joies, de ce qu'il voudrait, de ce qu'il ne voudrait pas, si l'enfant voit qu'il y a d'abord une écoute des parents et que ses parents sont prêts à recevoir ce qu'il dit, on crée une atmosphère qui lui permet par la suite, le cas échéant, de parler de sujets qui le préoccupent, de parler d'événements auxquels il aurait pu être confronté, et soit en effet, s'il y a eu des événements, les gérer, ou alors, lorsqu'il nous parle de sujets qui le préoccupent, lui proposer notre lecture, notre manière à nous de dire les choses, et donc à partir de cela, lui permettre d'avancer. Évidemment que cette atmosphère-là, elle va être capitale pour pouvoir, en effet, faire ce travail dans un second temps de prévention. Et j'invite tous les parents à s'interroger et à se dire, est-ce que nos enfants, à la maison, se sentent libres de nous parler de ce qui les préoccupe? Comment fait-on lorsqu'ils viennent et qu'ils nous disent « Ouais, il m'a tapé, c'est pas gentil, etc. etc. » Est-ce qu'ils entendent « Arrête, c'est toi qui as commencé, tant pis pour toi, arrêtez là, hein ?» D'accord? Ça peut arriver hein, qu'on réagisse comme ça. Ou alors, ils entendent d'abord « Oh là là, pauvre chérie, c'est vrai que c'est très embêtant, c'est vrai que c'est très ennuyeux, je comprends que ça t'embête, etc. etc. » Donc déjà, mes parents, lorsque j'ai quelque chose qui me dérange, lorsque j'ai quelque chose qui me préoccupe, lorsque j'ai quelque chose qui me pose problème, au lieu de me dire « Arrête, c'est nul, tu n'avais pas commencé, c'est lui, c'est l'autre, etc. » au moins reçoivent ma parole, sont d'accord avec ce que je suis en train de leur dire en premier temps. Dans un second temps, en effet, ils seront peut-être ceux qui me diront « Mais tu sais, c'est dommage parce que si tu commences en effet à lui jeter les voitures sur la tête, on peut comprendre qu'après, il est pris ta photo, il est déchiré. » Donc, après, c'est la suite. Mais déjà,
une parole s'accueille. Lorsqu'un enfant exprime quelque chose, il doit savoir qu'on accueille les choses telles qu'elles sont et que l'on a, s'il est dans une souffrance réelle ou imaginaire, de la compassion par rapport à lui. Regardez, je vous donne un exemple tout bête, qui n'est pas nécessairement lié à une problématique d'agression dans le cadre de la famille, entre les frères, les sœurs, ce que vous voulez. Je vous donne un exemple tout bête. Un enfant qui rentre à la maison et qui arrive avec une mauvaise note. Et il n'est pas content, il râle, ouais, là. Nous, la plupart du temps, en tant que parents, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? À lui dire, ouais, t'as vu, je t'avais dit de travailler, je t'avais dit de réviser, etc., etc. Vous croyez que l'enfant, il n'est pas au courant? Évidemment qu'il est au courant. Seulement, l'enfant était persuadé que même si on ne révise pas, on aura quand même des bonnes notes. Et voilà, c'est dans son imaginaire. Et puis, il voit quoi? Que ça n'a pas marché. Dites-moi, un enfant qui a une mauvaise note, même s'il n'a pas fait ce qu'il faut pour obtenir une bonne note, dans sa tête, il espérait en avoir une bonne, dans la plupart des cas. Donc, il est déçu, il est triste. Peut-être que notre premier travail, nous, en tant que parents, c'est de lui dire, pauvre chéri, qu'est-ce que tu dois être déçu? Pauvre chéri, je comprends que ça t'attriste. Dans un second temps, une fois qu'on a accepté de recevoir le ressenti, l'émotion de l'enfant, on peut en effet commencer à lui parler de si on révise, est-ce que vous voulez. Cette atmosphère-là, c'est ce que ce soir, nous, en tant que parents, pouvons décider de mettre en place. C'est-à-dire de créer un lieu dans lequel la parole de l'enfant est entendue, elle n'est pas jugée, elle est acceptée pour lui permettre de pouvoir exprimer ce qu'il vit, ses préoccupations, ses peurs, ses angoisses et tout ce que vous voulez autour de cela. À partir de là, je voudrais quand même ouvrir un autre point qui nécessiterait un développement en tant que tel. Les enfants sont victimes d'abus avec des moments qui peuvent être extrêmement traumatiques, mais rappelons-nous que nos enfants peuvent, sans s'en rendre compte, se confronter à des choses qui ont des effets traumatiques, c'est-à-dire à travers Internet, être confrontés à l'univers de la pornographie. Je suis désolé, même si j'arrive et je mets les pieds dans le plat, aujourd'hui, les enfants de plus en plus tôt risquent ou sont confrontés à cet univers avec la vision d'images que l'on appelle des images sidérantes, c'est-à-dire qui les bouleversent parce qu'ils ne sont pas équipés pour les intégrer. Et quand ce sont les adolescents, ils ont une vision après totalement inexacte de ce que veut dire une relation amoureuse réelle entre un homme et une femme. Et sur cela, malheureusement, nous n'avons pas suffisamment de vigilance. Parce que nous n'avons pas d'envie d'imaginer que cet enfant va en effet surfer et taper quelques mots-clés, parce qu'on les aurait découverts. Mais non, les enfants savent très bien effacer, etc. Vous croyez qu'ils ne savent pas faire, ils savent parfaitement faire. Et ces images-là sont bouleversantes, sont traumatiques. J'ai presque envie de dire, j'enlève ma kippa quand je vous parle. Ce n'est pas un problème de religion seulement. C'est un problème de construction de l'enfant, d'une relation saine aux choses. C'est la raison pour laquelle, sans rentrer dans les problèmes d'Internet, du portable, de tout ce qu'ils ont, Instagram et ce que vous voulez, je vous en conjure, faites comme moi. Lorsque j'ai acheté mon téléphone portable, eh bien, j'ai demandé à ce que quelqu'un de ma famille mette un code de restriction. Je ne le connais pas, je ne veux pas le connaître. Clairement. Un code de restriction, limitation du contenu adulte. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, je voulais consulter un article de Torah. Et puis, on m'a dit, non, vous êtes restreint. Pourquoi? J'en sais rien. Peut-être que dans l'article, j'en sais rien, il y avait peut-être 2-3 mots qui l'identifient et qui fait qu'il dit, non, tu ne peux pas y avoir accès. Je vous en conjure. Parce que rappelez-vous que ce que les enfants voient, ils s'en rappellent. Et ça laisse des images. Tous les jours, on dit dans le fameux schéma Israël, on voit notre tzitzit, vous voyez, et on dit Uritem otam, et vous les verrez, Uzrachtem, et vous vous rappellerez. Alors là, de quoi? Des mitzvot, des commandements. Mais la Torah te dit, ce que tu vois, tu t'en rappelles. Ces images restent. Ils ne sont pas équipés, même les adultes ne sont pas équipés, évidemment. Je conseille et je recommande à tous les adultes de faire la même chose pour se protéger eux-mêmes. Et évidemment, faire la même chose sur les tablettes, sur les ordinateurs, etc., c'est quelque chose de fondamental. Malheureusement, beaucoup de gens disent « Non, ça c'est un truc de religion, de religion. » Mettez la religion de côté. Et interrogez aujourd'hui le monde de la psy, si c'est celui-là qu'on a envie d'entendre. Et en effet,
bien placé dedans, puisque Lève ta voix, c'est un univers de professionnels. Luttons contre ce qui est un fléau et qui perturbe et qui détruit intérieurement. Parce qu'il y a des sentiments de mal-être, de culpabilité, une forme de voyeurisme, voire des problématiques addictives. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement concret. Mais je vous ai donné mon exemple en disant « je mets ». Ça veut dire que nous sommes tous parents, nous sommes tous adultes. Nous devons le faire d'abord pour nous. Et alors, ah moi, même pas en rêve, quoi. Tu t'imagines que je vais voir ça? Ouais, tu as raison. Tu les verras jamais, j'en suis sûr. Il faut que tu puisses dire à ton enfant, tu sais, chez moi aussi, il y a ça. Et le code, c'est pas moi qui l'ai, c'est maman, c'est l'autre, c'est le troisième, c'est qui tu veux. Voilà. Non. Pourquoi? Parce que. Pourquoi? Parce que. C'est comme ça. C'est-à-dire, ne rentrons pas dans, non mais tu comprends, parce que peut-être, parce que les enfants auront toujours des arguments contre. Et ce, le plus tôt possible. Le nombre d'enfants de 7, 8, 9 ans qui ont été confrontés à ça, vous bouleverserez si je vous donnais les chiffres. On considère qu'aujourd'hui, plus de 80% des ados ont déjà vu ce type d'image. Et elles laissent des traces au-delà de toute la dimension de sainteté de l'esprit, etc., sur laquelle il est tellement important de faire attention. Alors, on va, dans quelques instants, passer à vos questions. Je vous demande de les envoyer par écrit aux animateurs, non pas à moi-même, mais je crois qu'il y a ici en effet un animateur et j'aimerais qu'il envoie un message à tout le monde pour dire que les questions doivent arriver vers lui. Ce que je voulais dire, c'est que, en conclusion, nous avons vu que les problématiques d'abus existent, elles sont présentes dans la communauté comme elles sont présentes partout. C'est une réalité incontournable. Un abus dans le domaine de l'intime laisse des traces très profondes. Et ces traces-là, si un enfant par la suite n'est pas suivi par des spécialistes, eh bien, peuvent créer bon nombre de difficultés au niveau de son existence. Et c'est tellement dommage de ne pas prévenir et quand malheureusement des choses ont pu avoir lieu, de ne pas intervenir. L'enfant parfois n'ose pas parler parce que c'est un membre de la famille, il n'a pas envie de lui faire du mal. Je pourrais vous raconter énormément d'histoires. Ce n'est pas le but parce que tout simplement le but ce soir c'est de dormir sereinement mais avec une vigilance. Donc ça c'est déjà le second point. Le point sur lequel nous devons travailler en tant que famille, en tant que parents, c'est d'abord d'avoir un lieu dans lequel un enfant sait qu'il peut parler de tout, qu'il n'est pas jugé, qu'on le croit, même si par la suite on se rend compte qu'il a énormément exagéré ce que vous voulez. Accueillir sa parole. Dans un second temps, en effet, se tourner vers des spécialistes et leur demander comment est-ce qu'on gère ce type de choses. Faire attention au niveau d'Internet, ça c'est ce que nous pouvons faire à notre niveau. Évidemment après, il y a cette notion de je dis non, je m'enfuis et je raconte. Mais je raconte, je sais qu'il y a des gens à qui je peux raconter. Je dis non, c'est apprendre à un enfant qu'en effet, il a le droit de refuser quelque chose. Il a le droit de dire non. Il a le droit de dire que quelque chose le gêne. C'est quelque chose qu'il a le droit de dire. Toutes ces notions-là, évidemment, elles doivent être travaillées dans le cadre d'ateliers. Autre élément, en tant que parent, faites tout ce qui est nécessaire pour que dans les écoles dans lesquelles vos enfants sont, mettent en place ce type d'atelier avec des personnes qui sont formées. Regardez, si un enfant a mal à la tête, on ne va pas aller voir un petit secouriste qui est sûrement adorable, charmant, génial. Et petit secouriste n'a rien de péjoratif, mais c'est quelqu'un, voilà, il vient de faire sa formation. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme on a envie d'être sûr qu'il n'a pas la grippe, qu'il n'a pas l'angine, on va aller voir qui? Quelqu'un dont c'est le métier, qui en quelques instants va nous dire tout va bien, début d'angine, un petit peu d'antibio, Mazal Tov, on passe à autre chose. De la même manière, dans des domaines aussi importants, révélons-nous l'importance des choses en nous tournant vers des personnes qui sont formées, qui sont bénévoles, mais qui sont formées, qui ont un suivi et qui vont en effet donner les outils aux enfants dans les cadres scolaires, dans les cadres communautaires, pour que ces enfants soient protégés en amont. Depuis que ces campagnes ont eu lieu aux États-Unis, en Angleterre et en Suisse, beaucoup de choses ont changé. Pourquoi? Parce que les abuseurs aiment bien repérer les enfants un peu faibles, les enfants qui ont peur, mais un enfant à qui on a donné l'assurance, à qui on a expliqué comment il devait réagir de manière, je vous dis, non traumatique,
très sympathiques parce que ce sont des choses qui sont travaillées par des professionnels, évidemment, eh bien, les abuseurs ne se tourneront pas vers eux parce qu'ils ont peur, en effet, de se trouver confrontés à une difficulté vis-à-vis d'un enfant qui est prévenu. Ça, c'est le travail que l'on doit faire. Leur apprendre aussi, ça c'est ce qu'on peut dire dans la famille, que dans la vie, quand il y a quelque chose qui nous embête, que quelqu'un a fait quelque chose qui nous embête, ce n'est pas de la médisance de raconter. Mais tu viens, tu racontes à papa dans la chambre, tu racontes à maman dans la chambre, ou tu racontes au directeur dans son bureau, etc. Ce n'est pas de la médisance. Sache qu'on te croit, sache que ce que tu vas nous dire, nous sommes prêts à te croire. Que cette atmosphère-là soit présente dans l'univers familial. C'est quelque chose qui est absolument capital. Voilà quelques pistes par rapport à cette notion-là. Évidemment, beaucoup d'autres choses à dire. Vous savez que ces formations pour les personnes qui sont en effet confrontées à ce genre de choses sont encore présentes. Nous allons en refaire aussi. Évidemment, aujourd'hui, avec la problématique de Corona, les choses sont un peu plus complexes, mais néanmoins, nous continuons à faire cela parce que c'est fondamental. Surtout, prévention dans le cadre des écoles. Maintenant, que faire lorsqu'on est confronté à ce genre de situation? Eh bien, vous avez aujourd'hui, vous pouvez aller sur le site de Lève ta voix, Lève, L-E-V, pas L-E-V-E, Lève, comme l'association Lève que je dirige, Lève ta voix. Vous avez là-bas entre des coordonnées téléphoniques et vous pouvez écrire. Nous avons aujourd'hui des équipes qui, dans des cas d'abus, et malheureusement nous y sommes confrontés, sont constituées aussi bien de psychologues que de psychiatres, que de gynécologues, que d'avocats, pénalistes, qui en effet, suivant les cas, eh bien, sont là pour gérer ce genre de situation et aider les familles à faire ce qui est nécessaire pour pouvoir en effet amener un enfant qui aurait été victime d'abus à pouvoir régler son problème. Ça prend du temps, mais avec des spécialistes, c'est le genre de choses qui peuvent se passer. Travaillons en amont, n'attendons pas d'être en aval, et aussi évidemment, au quotidien, prions, parce que la notion de prière est fondamentale dans la tradition juive, et on sait que ô combien elle a un impact, mais ce n'est pas pour autant que nous ne devons pas faire tout ce qui est en notre portée pour pouvoir faire en telle sorte que ces problématiques-là soient présentes le moins possible à l'intérieur de nos familles. Je vous remercie pour votre écoute et maintenant, nous allons prendre une vingtaine de minutes pour pouvoir répondre à vos questions. Est-ce que l'animateur peut en effet me citer maintenant quelques questions qui étaient envoyées par écrit? Donc, en attendant qu'on vous envoie les questions et que vous les choisissez, parce que vous aurez certainement un choix à faire par rapport aux questions qu'on va vous envoyer, je voulais d'abord vous remercier parce que votre coopération, elle n'est pas que de ce soir, comme mon mari l'a dit au début de la réunion, mais je vais remercier déjà des formations que vous avez faites, dont certains professeurs et parents d'élèves ont suivi, et c'est grâce à ça qu'on est là ce soir. Nous avons eu donc des personnes, et notamment une Mora que je citerai, parce que je pense qu'on lui doit ce travail qu'on a commencé cette année à l'école, parce que c'est vrai que c'est un sujet tabou. Et on a toujours peur de se dire, ah, si dans notre école, on va faire ça, alors on va croire qu'il y a des problèmes ou d'autres choses, parce que, comme vous dites, en France, on est un petit peu en arrière par rapport à parler ouvertement. Alors, pour nous, ce n'est pas un secret de ne pas avoir peur de ce qui ne va pas, parce que la chassidoute, elle est là, elle pour éclairer tout, même ce qui n'est pas bien, justement pour l'arranger. Donc, Baruch Hashem, un de nos professeurs, Madame Pressman, est venue nous proposer ses services bénévoles grâce à la formation qu'elle a suivie chez vous avec une autre maman d'élève, Madame Altabé, qui se sont proposés à faire les ateliers à partir du GAN. Et ce projet qu'on a ficelé, qu'on a réfléchi, qui a été très bien accueilli par toute l'équipe de direction, par les professeurs. Et on a commencé donc à